Rudolf Wenz a disparu dans les airs juste devant les yeux de tout le monde. Un instant il était là, et le suivant, il était parti. Personne qui a vu ça n'a jamais eu de ces nouvelles, et ce n'est même pas la partie la plus folle. L'histoire de Rudolf Wenz est si bizarre qu'elle a conduit l'enquêteur principal au bord de la folie. Pendant 60 ans, personne ne savait ce qui s'était vraiment passé, mais finalement la vérité a éclaté. Et vous allez tout apprendre à ce sujet dans cette vidéo. En juin 1950, vers 23h15, un homme est soudainement apparu. C'était comme s'il venait d'éclore. Mais cela n'a arrêté personne, car l'endroit où cet homme est apparu était l'un des endroits les plus fréquentés au monde, Times Square à New York. L'homme avait l'air d'avoir environ 29 ans et était habillé avec des vêtements de la fin des années 1800. Il portait un costume victorien qui avait l'air assez différent de ce que tout le monde portait. Pourtant, personne n'y a vraiment prêté attention. Je veux dire, c'est Times Square, un lieu de rencontre pour des comportements humains étranges et ridicules, donc personne n'y a beaucoup pensé. Jusqu'à ce que l'homme lui-même commence à agir bizarrement. Il avait l'air désorienté et confus. Il regardait autour de lui, déplaçant drastiquement son regard et sa tête d'un côté à l'autre, comme si terrifié par la vue de son environnement. Les gens ont commencé à ralentir et à regarder l'homme alors qu'il trébuchait sur la route et se tenait au milieu d'une intersection. Soudain, un taxi l'a heurté alors qu'il se tenait au milieu de la route et il a été gravement blessé. Les gens se sont précipités pour l'aider, mais c'était trop tard. L'homme mystérieux est mort avant que l'aide ne puisse arriver. Son corps a été emmené à la morgue, où ses vêtements ont été fouillés à la recherche d'un moyen d'identification. Dans ses poches se trouvaient quelques objets étranges, comme un jeton en cuivre pour une bière de 5 centimes. Il portait le nom d'un saloon qui n'existait plus. Et quand les plus anciens résidents de la région ont été interrogés à ce sujet, tous avaient la même réponse qu'enfant, ils n'avaient jamais vu de saloon avec ce nom dans leur quartier. De plus, le prix de la bière à l'époque était de 10 centimes, donc le jeton était assez ancien et aurait pu être considéré comme un porte-bonheur ou un objet de collection. Mais Vince avait aussi d'autres choses dans sa poche qui étaient plus difficiles à expliquer. L'un d'eux était une facture pour le lavage d'une voiture à cheval, un service qui n'existe plus. La facture mentionnait également un autre service, s'occuper d'un cheval, ce qui avait du sens car la facture provenait d'une écurie sur Lexington Avenue. Mais il y avait un problème. Lexington Avenue n'avait pas d'écurie. Rien de tout cela n'avait de sens jusqu'à ce que les préposés voient les objets restants, qui expliquaient tout. L'homme avait 70 $ dans sa poche, mais les billets étaient ceux d'il y a 100 ans. Il y avait aussi une lettre datée de juin 1876. Tout ce qu'il portait datait de 70 à 100 ans, pourtant, tout cela était si frais. Ces vêtements victoriens semblaient comme s'ils avaient été récemment achetés. Même le papier sur lequel la lettre était écrite semblait assez récent, tout comme les cartes de visite qu'il portait. Ces cartes deviendraient la seule piste qui révélerait finalement ce qui est arrivé au mystérieux homme. Et l'homme qui a presque résolu l'affaire était le capitaine Hubert V. du département des personnes disparues de la NYPD. Il a commencé par les cartes de visite qui avaient le nom et l'adresse de Rudolf Wenz. La même adresse de la 5e avenue figurait également sur la lettre. Alors le capitaine Rem y est allé pour voir s'il pouvait trouver les proches de l'homme. À ce stade, il y avait de nombreuses explications pour les objets étranges. Peut-être était-il juste un collectionneur, livrant des objets d'un siècle passé, ou simplement en train de les ramener chez lui. Pour être juste, Rem n'était même pas intéressé par les objets anciens. Tout ce qu'il voulait faire, c'était clore le dossier en informant les frères et les sœurs ou les enfants de sa mort. Mais quand il est arrivé à l'adresse, il a appris qu'elle appartenait maintenant à une autre entreprise. Rem a interrogé le propriétaire, qui a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de Rudolf Wenz. C'est là que Rem a commencé à devenir obsédé par l'affaire.
Personne n'avait signalé la disparition de Fence, donc il aurait pu facilement mettre cette affaire sur le brûleur arrière. Mais au lieu de ça, il a commencé à travailler jour et nuit, pour trouver une explication plausible. Et plus il cherchait, plus les choses devenaient étranges. Lorsque Rem a consulté l'annuaire, le nom de Fence n'y était pas. Et même après des semaines d'attente, il n'a pas reçu de rapport de personnes disparues à son nom. Et finalement, Rem a eu une piste lorsqu'il a commencé à examiner les annuaires du passé. Dans un annuaire téléphonique de 1939, il a trouvé l'adresse de Rudolf Fence Jr. Rem ne savait pas s'il était lié au Rudolf Fence de Times Square. Pourtant, il a décidé d'aller à l'immeuble de Fence Jr. où il a parlé aux résidents. Il se souvenait de Fence et le décrivait comme un gentilhomme de 60 ans qui travaillait à proximité jusqu'à sa retraite en 1940. Sans raison de vivre près de son lieu de travail, Fence Jr. avait déménagé à un endroit inconnu. Il semblait que la piste était une impasse, mais ce n'était pas le cas, car maintenant, Rem avait son nom, son adresse et son lieu de travail. En utilisant ces informations, il a contacté la banque de Fence Jr., où il a appris que l'homme était décédé il y a 5 ans. Il a également appris que la veuve de Fence Jr. était toujours vivante et avait déménagé en Floride. Rem a pris contact avec la femme, qui lui a dit que le père de son mari, Rudolf Fence, avait disparu il y a 74 ans. Cela s'était produit en 1876, lorsque son mari était un jeune garçon. Donc elle ne le croyait pas vraiment, quand il a dit que son père avait disparu dans l'air, au plein milieu de Times Square. Elle a toujours pensé que le jeune Fence Jr. avait une imagination débordante et avait inventé une histoire pour faire face à l'abandon. Mais alors que Rem l'écoutait se souvenir des détails de la disparition de Rudolf, il ne pouvait s'empêcher de remarquer les similitudes. Comme le fait que Rudolf avait récupéré son courrier avant de partir pour sa promenade du soir. L'homme mystérieux qui est mort à Times Square avait une lettre dans sa poche. Et elle était datée de 1876, pas 74 ou 75. C'était l'année exacte où Rudolf Fence avait récupéré son courrier et avait disparu. Puis il y a l'emplacement. La veuve de Fence Jr. avait dit que Rudolf se dirigeait vers Times Square. C'est exactement là où l'homme de Rem a été trouvé, mais 74 ans plus tard. Quand Rudolf a disparu, il avait 29 ans. Et 74 ans plus tard, un homme de 29 ans était apparu et était mort exactement là où Rudolf avait disparu. Et sa carte de visite portait le même nom. Rudolf Fence Jr., Rem pouvait voir comment cela s'additionnait, et il savait comment cela sonnait. Un homme récupère son courrier et part en promenade, où il disparaît en pleine dans le... 74 ans plus tard, il apparaît au même endroit, avec la même lettre dans sa poche, et meurt dans un accident de voiture. Parce qu'il ne sait pas ce qu'est une voiture. Tout ce qu'il a dans sa poche vient de 1876. Mais c'est en excellent état. Le capitaine Rem savait que noter cela le mènerait au plus proche asile psychiatrique. Au minimum, il perdrait son emploi parce que sa compétence serait remise en question. C'est pourquoi il a décidé de laisser l'affaire non résolue. Seules 2 personnes savaient toute l'histoire. Le premier était Rem lui-même, et le second était la veuve de Rudolf Fence Jr., dont Rem avait discuté l'affaire. L'un d'eux a dit à quelqu'un d'autre, car d'une manière ou d'une autre, cette histoire a commencé à se répandre en quelques années. En 1955, elle était déjà partout. Et les gens ne faisaient pas que partager l'histoire, ils partageaient aussi leurs théories sur le mystère de Rudolf Fence. Au départ, il y avait 2 grandes théories. Que l'histoire était vraie ou qu'elle était fabriquée. S'il s'agissait d'une invention, alors il n'y a pas besoin d'explication. Mais si c'était vrai, alors la question se pose, comment cela s'est-il produit ? Une possibilité est que Fence était le sujet d'une expérience de voyage temporel. Avant de rejeter l'idée, rappelez-vous que voler vers différents pays semblait quasi impossible à nos ancêtres, que le voyage dans le temps nous apparaît aujourd'hui. Mais finalement, avec la technologie, les humains ont pu voler plus haut que les oiseaux. Mais le voyage dans le temps est plus délicat.
Supposons que le gars qui a inventé le voyage dans le temps retourne en arrière et tue son père. Que se passe-t-il pour l'inventeur ? Disparaît-il parce que sans son père il n'est jamais né ? Ou cela crée-t-il une nouvelle réalité avec un avenir différent ? Pensez à notre histoire comme à un livre d'histoire. Le voyage dans le temps est votre capacité à éditer ce livre. La question est, si vous revenez en arrière et changez la durée de vie d'Hitler, l'homme meurt dans la Première Guerre mondiale, cela change-t-il le reste de l'histoire ? Ou cela crée-t-il une nouvelle copie du livre d'histoire avec une fin différente, mais notre histoire reste la même ? Ce sont des questions que les experts ont longuement méditées, mais n'ont jamais pu tester sans l'invention du voyage dans le temps. Il est donc logique que si quelqu'un invente le voyage dans le temps, la première chose qu'il fera est de revenir dans le temps et de changer la vie de quelqu'un dont la mort a été enregistrée dans le journal. Donc si Rudolf Fentz est mort au XVIIIe siècle, et que vous avez un article de journal qui décrit sa mort, vous pourriez revenir juste avant qu'il ne meure, le prendre, le mettre dans un autre siècle, et revenir pour étudier l'article. C'est l'angle technologique selon lequel Rudolf était le sujet d'une expérience de voyage dans le temps. Puis il y a un angle plus effrayant, mais naturel, selon lequel Fentz a simplement glissé à travers le temps. En physique, le temps est considéré comme une dimension de l'espace. En fait, le temps est vraiment un endroit. C'est pourquoi quand vous pensez au passé, on appelle ça revisiter. C'est pourquoi quand vous planifiez votre avenir, vous le visualisez comme un endroit où vous voulez aller. Voici une façon simple de le dire. Vous êtes dans un train qui va du passé vers le futur à une vitesse déterminée. Dans votre compartiment, vous pouvez vous déplacer. C'est votre espace. Les rails du train sont votre temps. Maintenant, si vous vivez toute votre vie dans le train, vous ne remettrez jamais en question si vous revenez en arrière ou avancez sur les rails. Mais la science a suffisamment avancé pour que nous ayons en fait commencé à jouer avec les rails. Le temps passe plus lentement sur la Station spatiale internationale, mais pas de beaucoup. Supposons que vous ayez un jumeau qui est allé dans la Station spatiale internationale et est revenu un an plus tard. Il serait 0,01 seconde plus jeune que vous. Encore une fois, ce n'est pas beaucoup, mais nous voyons qu'il est possible de jouer avec les rails du temps. Nous savons que la gravité et la vitesse de mouvement peuvent affecter le temps. Maintenant, la partie effrayante est que vous ne contrôlez pas les rails ou le train. Si vous êtes assez malchanceux, vous pourriez glisser hors du train complètement. Tout le monde que vous connaissez serait dans une ligne temporelle différente et vous seriez dans une dimension complètement différente. Quelque chose comme ça est-il arrivé à Rudolf ? A-t-il glissé à travers le temps ? Pour montrer à quel point c'était sérieux. La même histoire a été rapportée dans un journal scientifique publié par Routledge, l'un des distributeurs les plus prestigieux de la recherche académique. Ce n'était pas publié comme de la fiction, mais comme un fait, ce qui ajoute plus de crédibilité à l'histoire. Et nous n'avons pas encore fini de montrer plus de preuves. Une façon de le découvrir est de regarder d'autres cas de voyageurs temporels suspects, en commençant par le voyageur temporel de Chaplin, qui a été mis en lumière par le cinéaste George Clark. En 2010, Clark a téléchargé une vidéo sur YouTube intitulée « Le voyageur temporel de Chaplin ». Voici la partie de la vidéo montrant le supposé voyageur temporel. Comme vous pouvez le voir, la femme qui traverse l'écran tient un smartphone à son oreille. C'est plutôt normal, non ? Eh bien, pas en 1928, quand ces images ont été enregistrées. Et ce n'est pas un film. Donc vous ne pouvez pas le rejeter comme une bizarrerie de la science-fiction. C'est une vidéo de la vie réelle, de la première du film de Charlie Chaplin, Le Cirque. Donc cette femme n'est pas une actrice. C'est juste une piétonne qui semble parler à quelque chose qu'elle tient à son oreille, un peu comme un téléphone portable. Et c'est un demi-siècle avant que les smartphones ne soient inventés. Donc si ce sont de petits cas de voyage dans le temps capturés sur caméra, qu'est-ce qui prouve que Rudolf n'était pas impliqué dans un voyage dans le temps, bien qu'il s'agisse d'une erreur, ou qu'il soit probablement tombé dans le futur ? Mais c'est toujours une possibilité. Et si le voyage temporel était réel ? Une des premières critiques de l'histoire de la clôture de Rudolf n'est qu'une histoire. Et c'est la seule façon de le confirmer et de voir d'où cela vient. L'histoire a explosé dans les années 1970 et a voyagé d'oreille en bouche
et de bouche à oreille jusqu'à ce qu'elle traverse les frontières et atteigne l'Espagne. Là-bas, elle a été republiée par Mas Allá, un magazine paranormal qui a rapporté les événements comme étant vrais. Et cela a mis l'histoire sur le radar de Chris Abeck. Cet homme est incroyable quand il s'agit de trouver les origines des histoires. S'il pouvait trouver l'histoire d'origine du mot origine, il le ferait. C'était l'homme parfait pour le travail car il avait été chercheur en folklore pendant la majeure partie de sa vie adulte. Le gars était un expert pour trouver l'origine des histoires et il a mis cette expertise au travail. C'est lui qui a découvert que l'histoire de Rudolph Fens avait été publiée en 1972 dans le Journal of Borderland Research. L'histoire, qui est apparue dans le numéro de mai-juin du journal, a été présentée comme un rapport factuel. Mais voici le truc. Abeck lui-même croyait que le rapport était une œuvre de fiction. Pour ceux qui croyaient à l'histoire, les découvertes d'Abeck étaient la preuve que Rudolph Fens était réel, parce que son histoire n'était pas retracée à un livre d'histoire. Elle a été rapportée dans un journal scientifique publié par Routledge, l'un des distributeurs les plus prestigieux de la recherche académique. Pourtant, elle était toujours vue avec suspicion pour 2 raisons. Tout d'abord, le journal l'a rapportée en 1972, ce qui est 22 ans après que cela aurait supposément eu lieu. Et deuxièmement, l'homme qui a rapporté l'histoire n'était autre que Ralph M. Holland, un écrivain de science-fiction à temps partiel qui a publié de nombreuses œuvres sous le nom de plume Ralph Telano. Abeck a pris cela comme un signe que Ralph Holland avait simplement inventé l'histoire. Mais il avait tort. Elle était plus ancienne qu'il ne le pensait. En août 2001, Abeck a reçu un appel du pasteur George Murphy. Et pendant l'appel, il a appris que la source de l'histoire de Rudolph Fens était beaucoup plus ancienne qu'il ne l'avait estimé. Il s'avère que Ralph Holland n'était pas la première personne à mentionner Rudolph Fens par écrit. L'auteur réel était Jack Finney, l'un des plus grands noms de la science-fiction. Ses œuvres ont été adaptées en film, comme L'invasion des profanateurs de sépulture, et la plupart de vos écrivains et réalisateurs de science-fiction préférés le voient comme une inspiration. Donc c'est lui qui a écrit l'histoire de Rudolph Fens, qui a été publiée sous le titre « J'ai peur » dans le magazine Collier. Et voici pourquoi les gens pensaient que c'était vrai. L'histoire a été publiée le 15 septembre 1951. Et l'année dans l'histoire est aussi 1951. Cela dit, voici quelques lignes de l'histoire. J'ai rencontré le capitaine Rem sur rendez-vous dans le parc Stuyvesant. « Vous voulez entendre parler de l'affaire de la clôture, n'est-ce pas ?» a-t-il dit après que nous soyons présentés. « J'étais à la morgue de la ville, commença-t-il, alors que je sortais mon carnet et mon crayon. Cela ne ressemble-t-il pas à un reporter décrivant son expérience ? Imaginez lire cela dans un magazine qui publie des reportages et des événements réels. Vous pourriez facilement confondre ce morceau de fiction avec une histoire réelle. » Le magazine Collier a publié un mélange de fiction et de non-fiction. Et cette histoire spécifique a été classée comme de la fiction, mais largement perçue comme un fait. Même le Journal of Borderland Research, qui avait initialement pris l'histoire pour vraie, a ajouté un avertissement clarifiant qu'il s'agissait en effet d'un morceau de fiction. Mais je suppose que les gens n'ont pas lu cette partie, ce qui explique pourquoi nous avons une vidéo sur ce sujet. Donc malheureusement, il s'avère que ce n'était qu'une histoire. Une bonne histoire en plus. Maintenant, en ce qui concerne la preuve de voyage dans le temps, même si c'est théoriquement possible, les ressources et l'énergie nécessaires pour en faire une réalité seraient probablement suffisantes pour déclencher un autre Big Bang. Pensez à une énergie de type trou noir, et je ne pense pas que l'humanité est suffisamment avancée pour jouer avec le pouvoir d'une telle magnitude. Donc pour l'instant, le voyage dans le temps, sous toute forme, n'existe pas. Quant à la dame utilisant un téléphone portable en 1928, les critiques la rejettent également. Ils disent que cela n'a pas de sens pour un voyageur temporel d'utiliser son téléphone de cette manière. Même si elle avait voyagé dans le temps avec son smartphone, elle aurait toujours eu besoin de téléphone pour passer des appels qui n'existaient pas en 1928. L'explication réelle est beaucoup plus banale. La chose qu'elle a à côté de son oreille est un appareil auditif appelé trompette auriculaire. Ces choses étaient courantes dans les années 1920
et se présentait sous différentes formes, y compris une forme rectangulaire qui est facile à confondre avec un cellulaire, qui, pour être juste, ressemble à ce qu'elle tenait à son oreille. Malgré toutes ces preuves, certaines personnes vont rejeter cela comme un camouflage. Et malheureusement, cela va être le cas avec chaque histoire de voyage dans le temps. Certains y croiront, tandis que d'autres non. Personnellement, je pense que l'histoire de Rudolf Fens est beaucoup moins crédible que l'histoire de Paul Amadeus Dinoth, dont la conscience a voyagé presque 2000 ans dans le futur, où il a vécu pendant une année entière avant de revenir. Et ce qu'il a partagé avec nous est déjà en train de se produire pendant que nous parlons. Que voyait-il en l'an 3906 ? Eh bien, j'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Alors regardez-la en cliquant ici.